Un nouveau plateau s'est formé avec vous, avec toi, Mathilde Gralpoix. Je ne vais pas y arriver sur le tutoiement, mais je pense qu'à la fin de la journée, ça se passera mieux. Ça y est, ce sera venu. Donc avec toi, Mathilde, tu es enseignante-chercheuse à l'Université de Tours. Tu travailles sur les politiques publiques locales, la prévention des inondations et la production urbaine. Tout à Jusque-là, fait. j'ai tout bon. Tout Et est en bon. plus, tu es en charge de la transition écologique. Oui, à l'Université de À Tours. l'Université de Tout à Tours, fait. évidemment. Pas à la ville de Tours ou à l'Aglo, mais peut-être bientôt, sait-on jamais. À tes côtés, Lionel Joyeux. Bonjour Lionel. Tu es le président de l'association des bateliers du Cher. C'est basé pas loin d'ici, c'est du côté de Savonnières, c'est ça? C'est à Savonnières. Ouais, À Savonnières, même. donc rive gauche du Cher. Oui, J'ai toujours bon? toujours bon. Ah, ça se passe bien pour l'instant. Plusieurs des bateaux de l'association ont participé à la grande remontée. Tu y as Oui. toi-même Oui, participé oui. sur Oui. Leonardo, c'est ça? Sur le Leonardo, oui. Oui, puis il y a eu le Gaillard Il y également. avait le avant Gaillard ça. également, mais par la partie haute uniquement, parce qu'il est trop important pour aller vers Orléans. Oui. D'accord. En bruitage. On va évidemment en reparler. Et puis enfin, Gabriel Soulard, bonjour. Bonjour. Tu es écologue, artiste, urbaniste. Tu as une approche sensible des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Et tu as participé à la grande remontée essentiellement sur la première semaine, c'est ça? C'est ça, ouais, de Ouais. Saint-Jean-de-Boiseau jusqu'à Angers, Poissonnière. Très bien. Alors Mathilde, tu nous as envoyé une photo, mais j'aimerais bien qu'on reparte de la discussion juste avant. Il a été évoqué la baignade Oui, tout à fait. avec Virginie, avec Étienne et avec Romane. Et il y a quand même quelque chose qui est lié aussi à l'éducation au fleuve. Et je trouve qu'on peut parler de ça sur la question des risques dont on va parler. Ce rapport à l'éducation au fleuve, il est très important. Réapprendre à connaître le fleuve, à l'écouter, ça te semble quelque chose d'important? Oui, je pense qu'aujourd'hui, là, tout ce qu'on apprend aujourd'hui sur les qualités du fleuve, sa biodiversité, l'analyse sédimentaire, toute l'histoire, les archives sur la Loire, c'est extrêmement important. Et pour tous les avantages et pour tous les atouts que la Loire nous présente, juste avant, Romane disait qu'il faut aussi savoir parler de ses dangers. Et effectivement, la question des crues et des inondations possibles sur des espaces qui sont habités par des hommes, par des entreprises, par du patrimoine historique, culturel, c'est aussi des choses pour lesquelles il y a des politiques publiques qui peuvent faire de l'information, de l'éducation dans les écoles, des événements artistiques, et il y a encore beaucoup à faire, oui. Lionel, même question, l'éducation au fleuve, c'est quelque chose que vous faites au sein des bateliers du Cher qui participe aussi de votre travail ou de votre engagement? Oui, bien évidemment, on fait ça auprès des gens qu'on promène dans le fleuve. Mais je voulais faire un petit aparté. J'ai la même passion que Virginie. Je nage tous les dimanches matins dans la rivière également. Et ça apporte quelque chose de plus. Ça apporte, j'allais dire, une bonne santé pour le reste de la semaine. Vraiment, moi, quand je ne vais pas nager le dimanche matin, je ne suis pas en forme. C'est extraordinaire ce que nous apporte la rivière. Gabriel? Est-ce qu'il ne faut pas imaginer des baptêmes dans la Loire, en fait, baptiser massivement les gens par un acte symbolique où on va plonger les gens dans le fleuve? Ça pourrait être le dimanche matin, du coup, parce que j'ai l'impression que tout le monde y va le dimanche. Et je me disais aussi, moi, par rapport à ça, que ça nous sortait quand même, ça nous mettait la Loire à distance de se projeter sur je vais dans la Loire, alors qu'en fait, il faut se rappeler toujours que on boit à l'eau, ce que disait Pascal, on échangeait avec Pascal Ferrin tout à l'heure, les bétons qui sont au-dessus de notre tête ont été fabriqués avec finalement ces éléments de Loire, et toujours se rappeler qu'en fait, c'est beaucoup plus large à la fois sur le bassin versant et sur ce qui nous constitue, et on a tendance souvent à se dire on va dans la Loire, et quelque part elle est aussi en nous et un peu partout. C'est quelque chose qui te parle, ça, Mathilde, On la que boit, disait Gabriel? je veux dire, sur toute une partie des communes de l'agglomération, l'eau potable est directement prélevée. Alors peut-être sur l'usine de l'île aux Cars, c'est celle qui est la plus connue pour les personnes qui habitent Tours Centre. Et il n'y a pas beaucoup de traitement, en fait. La Loire, là où elle est prélevée, est d'assez bonne qualité, un petit peu de charbon, j'exagère un peu, mais on boit la Loire au robinet tous les jours. Ouais. Lionel, sur cette approche de Gabriel? Baptême, je ne sais pas, ça me surprend un peu, mais enfin oui, pourquoi pas. À partir du moment où on fait découvrir la Loire à 10 personnes, il y en a au moins 2 qui vont retenir ce qu'on va lui expliquer, et ce sera tout bénéfice pour nous. Ok, donc on voulait faire quand même une transition parce que ça me semblait important de revenir sur ce qui avait été dit juste avant sur cette baignade, qui est un sujet ici à Tours. Ça l'est, ça n'a pas fini d'être un sujet a priori. Peut-être prolonger sur ce que tu fais, Mathilde.
Quelles sont la nature des travaux que tu mènes? Et on peut peut-être partir d'une photo que tu nous as proposée pour en parler. Oui, Voilà. moi je suis avant tout enseignante et chercheur, mais c'est vrai que pour la partie enseignement, une partie de mes enseignements porte sur les politiques publiques de prévention, de gestion des risques inondations. Donc c'est d'un point de vue disciplinaire, c'est de l'analyse des politiques publiques. On essaye de faire comprendre à nos étudiants comment on produit des règles, des outils financiers, juridiques, fonciers qui permettent d'aménager les territoires, de les densifier et d'éviter aussi le développement dans certaines zones, notamment par exemple toutes les contraintes qui sont bien nécessaires pour éviter de construire en zone inondable. Là, on a devant nous une photo qui a été prise par des étudiants de l'école polytechnique universitaire qui avaient un travail à faire de réalisation photographique sur des thématiques de prévention des inondations. Donc là, on voit deux jeunes hommes qui ont les pieds dans l'eau, pieds nus, et qui ont mis une table et qui boivent de l'eau de Loire, très certainement, en tout cas sinon il ne faut pas la boire, et qui sont les pieds dans l'eau. Qu'est-ce que ça t'évoque, Lionel ou Gabriel, cette photo-là Alors tu la découvres, mais Alors moi, ça vous évoque ça me un peu rappellerait des souvenirs, puisque en juin, je ne sais plus quelle année, ça a débordé il n'y a pas si longtemps que ça. Juin 2016. En juin 2016, nous avons fait un repas comme ça où on avait de l'eau jusqu'au siège. Donc quand la Loire déborde, c'est compliqué pour les gens qui habitent au bord. Pour les gens comme nous qui l'aimons, moi qui nage dedans, enfin, c'est plus le Cher que la Loire, mais c'est très proche. C'est festif, elle vient à nous. C'est merveilleux. Gabriel? Moi, ça me rappelle forcément le début de la grande remontée à Saint-Jean-de-Boiseau, où en fait la marée, on a attendu une forte marée en fait pour partir, et du coup on a fait une réunion qui ressemblait beaucoup à un parlement pour commencer. On avait les pieds dans l'eau, et je me demandais aussi, tu cherches la photo? Elle est là. Voilà, on a commencé dans ce lieu incroyable. Et moi, je me demandais sur ta photo, est-ce que c'est une mise en scène avec une dimension... Est-ce que tu incites à avoir une dimension artistique auprès des étudiants pour voir d'une autre manière le lien à la Loire? En fait, c'était ça Oui, on essaye vraiment, on travaille en collaboration, comme il a été dit ce matin, sur la partie Forum Campus, avec un laboratoire interne à l'université qui accompagne les projets des étudiants dans une dimension plus initialement numérique, multimédia, mais en fait, Niels qui était là ce matin, il a une formation de graphiste, il a été formé aux Beaux-Arts à Tours, donc il leur apprend peut-être plus d'abord des choses techniques pour prendre des belles photos, mais aussi il les sensibilise. Là, c'est pas complètement anecdotique, outre le fait que la photo a été prise en plein hiver, mais on n'est pas sur un paysage d'été, ils sont plutôt couverts, le ciel est sombre, les arches du pont aussi, et en fait, c'est aussi pour contraster avec l'effet un peu banquet, pied dans l'eau, mais en fait, on est plutôt sur une période hivernale. Donc ça peut donner l'impression que l'inondation arrive et plutôt que quelque chose de souhaité. Donc c'est une photo montée, évidemment, et oui, elle assume une dimension artistique. Donc tu nous avais proposé ce visuel, tu nous en avais proposé deux autres qu'on a mis aussi parce qu'ils nous semblaient tout aussi intéressants. Oui, alors c'est vrai que celle-là, je l'aime beaucoup. C'est pareil. Dans les cours, on travaille évidemment les outils réglementaires qui permettent, dans les espaces urbains, de délimiter des périmètres, des zones, à la fois en fonction de leurs caractéristiques urbaines. Ici, on est dans du centre-ville, avec ce C qui veut dire centre urbain. Et des petits coefficients F et TF qui sont finalement des niveaux de risque d'inondation forts pour F et très forts pour TF. Ce document, il symbolise un document administratif réalisé par les services de l'État qui s'appelle le plan de prévention des risques inondations, qui cartographie le risque dans les espaces urbains et qui y attribue des usages des sols, des endroits où on a le droit de construire, des endroits où on n'a pas le droit de construire, des espaces inondables dans lesquels on peut construire, mais en respectant de la surélévation, de la vulnérabilité des réseaux diminués, etc. Ça vous évoque quoi, vous tu as rigolé très, très brièvement, Gabriel, quand tu as vu apparaître cette photo. Donc je sais pas si... juste la description de la photo, c'est que du coup, il y a un personnage qui est sur la ligne. Et moi, ça m'évoque que ça peut décrédibiliser aussi, mettre en cause une norme dans la mesure où il y a une absurdité du trait qui passe quelque part. Mais après, c'est bien, je trouve ça rigolo. Ça donne une patte humoristique à la règle.
qui est des fois un peu absurde. Le 12 acronyme de PPRI dont tu parlais tout à l'heure, hein, c'est ça, le plan de prévention des risques innovation. Lionel, ça t'évoque quoi, toi? Vivre en bord de fleuve, c'est accepter aussi Oui, ce ce que risque-là? j'allais dire. Non, là, à part l'aberration peut-être de certaines normes, ça ne m'évoque pas grand-chose. C'est trop urbain pour moi, ça. Trop urbain? Trop urbain comme photo. Et je veux bien parler sur la Loire, la rivière, mais la ville, pas comme ça, quoi. Tu la vis pas comme ça du tout, avec Non. l'expérience du fleuve, ou de la rivière en l'occurrence, De la le Cher, c'est rivière, pas oui. celle-ci pour toi? Non, pour moi, une rivière qui déborde, c'est une rivière qui va me permettre de dépasser quelques limites. Je vais pouvoir nager plus loin ou des fois naviguer plus loin. Ça va être l'occasion, je ne souhaite pas que ça arrive, mais ça pourrait être l'occasion d'aider des gens, puisqu'on a des bateaux, nous, à fond plat, et on peut se permettre, au moment des inondations, d'aller aider des gens en situation de danger. Donc je la vis pas comme ça. Cette photo, pour moi, n'évoque pas grand-chose. Voilà. Tu vis au bord du Cher depuis combien de Alors, temps? je vis en centre de Tours. Ouais. Je ne suis pas du tout... Et elle ne t'évoque rien, du coup? Ah, si, mais je peux oui. vous la situer, je vois ce que c'est. C'est Ouais. les anciennes habitations MAM, là, sur le côté. Non, mais non, cette notion de zone à fort risque, ça ne me parle pas. Bon. Voilà, désolé. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est même très intéressant parce que on a parlé pendant la grande remontée. Gabriel, tu avais d'ailleurs, je crois, participé à cette discussion de mythe du fleuve maîtrisé. Il y a toujours une volonté de maîtrise, notamment du point de vue politique, du fleuve pour réduire ses préventions risques innovation, pour protéger les populations. Est-ce que le fait déjà de parler de fleuve maîtrisé, c'est quelque chose qui te parle ou pas du tout, toi, Alors, Lionel? Ça me parle, oui. Nécessité, j'en suis pas convaincu. Tout dépend ce qu'on met derrière le mot maîtriser. Si c'est chercher à recréer un lit dans lequel on va pouvoir naviguer toute l'année, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si c'est vouloir le dominer à tout prix, oula, j'ai très peur. Le fleuve, il est maître de son destin. Nous, on ne maîtrise pas le fleuve. C'est un élément beaucoup plus fort que nous. On peut se protéger par certains endroits, mais pas maîtriser. Enfin, j'y crois pas. Mathilde, une réaction par rapport à ce que dit Lionel sur ce mythe du fleuve maîtrisé. Est-ce que c'est un mythe? De toute façon, oui, parce qu'en plus, l'évolution des scénarios climatiques nous montreront assez rapidement que, en tout cas, des cumuls de précipitations rendront des inondations soudaines et intenses plus rapides. Après, le débordement du fleuve, pour ce qui concerne la Loire, peut-être qu'il y a une discussion d'experts, mais j'imagine que de toute façon, en tout point du territoire, il faut s'attendre à ce que le cycle de l'eau soit déréglé et que des inondations, notamment dans les milieux urbains, soient de plus en plus fréquentes. Après, moi, du point de vue de l'analyse des politiques publiques, je pense que si aujourd'hui on veut réussir à... Toutes nos villes existent en bord de cours d'eau. Donc on a une implantation historique de ces espaces de cumul d'activités humaines, économiques, industrielles, touristiques en bord de cours d'eau. Donc on a besoin quand même de règles qui permettent d'aménager les territoires, de limiter le développement dans certaines zones. Après, quand il n'y a pas la concertation et l'information dont vous parliez tout d'abord qui va avec, le trait, il est toujours injuste. Il est toujours injuste pour celui qui est du mauvais côté du trait. Mais ça, la question des périmètres, en aménagement du territoire, si on ne sait pas vivre avec, on ne peut pas travailler. Donc il y a des moments où on est un peu obligé d'assumer les effets de zonage. Mais effectivement, si ce trait-là, il ne fait pas l'objet d'un débat et d'une concertation publique, il est nécessairement absurde. Et c'est bien pour ça qu'il faut l'accompagner de dispositifs d'accompagnement, de participation. Est-ce que c'est vrai, au-delà de la prévention des PPRI, des risques inondation, est-ce que c'est vrai aussi de toutes les décisions d'aménagement qui se prennent autour de ce fleuve, c'est-à-dire les épis, les digues, les levées qui ont été construites au fur et à mesure, qu'on décide d'enlever, de raboter, tout ça? Est-ce que tout ça doit être issu d'une concertation avec notamment les usagers du fleuve et ceux qui y habitent? Ça, c'est évident, oui, c'est évident. Mais les épis ont eu leur utilité. Est-ce qu'ils l'ont encore? C'est un débat. Non, on dit le fleuve, mais il est multiple. Il est différent à chaque kilomètre pratiquement. Donc c'est vraiment avec les usagers qu'il faut voir. Nous, on fait de la promenade de passagers pour découvrir le fleuve. On n'est pas
si on rate une balade, c'est pas une catastrophe. Le pêcheur qui est sur la rivière, lui, il vit directement de son poisson. Donc lui est peut-être plus concerné que nous encore. Il faut là aussi prendre les bonnes mesures. Ça veut dire qu'il y a une vraie nécessité dans ce Ouais. que tu dis, Lionel, d'une Il y a des approche priorités. purement territoriale, quoi, aussi. Oui, il y a des vraies priorités. Voilà. Puis encore une fois, nous, on est, je dis nous, en association, on est sur un bras, enfin dépassant un bras, on est sur sur le Cher, on n'est pas directement sur la Loire, donc notre impaction n'est pas du tout la même. On est les petits pères tranquilles, nous, de notre côté. Alors on va sur la Loire très souvent, chaque fois qu'on peut, mais on a ce petit havre de paix qui est le Cher. Oui, tu disais tout à l'heure, vous avez toujours un bateau sur la Loire, hein, c'est ça? On a toujours un bateau sur la Loire pour justement profiter du fleuve chaque fois que les conditions sont là. Oui, en parlant d'épis, pour peut-être expliquer un peu mieux ce que c'est, leur rôle et leurs conséquences, je vous propose d'écouter un petit sonore de Tatus Faga qu'on a enregistré pendant la grande remontée à la Côté de la Poissonnière. Voilà. Et l'idée des épis, c'était de rendre la Loire plus navigable, de chenaliser artificiellement la Loire pour que les bateaux puissent continuer de naviguer. Alors un épi, c'est une espèce de digue de pierre qui part d'une rive et qui va vers le milieu du fleuve. Donc comme ça se fait des deux côtés, l'idée c'était de réduire la section d'écoulement pour augmenter la vitesse du courant et augmenter l'érosion. Et donc ça n'a pas servi à grand chose, sauf à enfoncer la Loire plus bas dans son lit. Puisque quand on a augmenté l'érosion, avec l'augmentation de la vitesse de courant entre les pointes d'épi, eh ben, le sable il s'est barré. Et si on ajoute à ça, au cours du XXe siècle, l'extraction massive de sable, eh ben, on a perdu entre 2 et 4 mètres de fond. Donc le niveau, la ligne d'eau, ce qu'on appelle la ligne d'eau, elle a suivi le fond et elle a baissé. Donc ça pose 3 types de problèmes. D'abord écologique, parce que les bras secondaires et les prairies inondables sont beaucoup moins souvent inondées, puisqu'on part de plus bas. On a eu un problème de prise d'eau potable. Les villes se sont retrouvées avec les prises d'eau à sec. Et puis le troisième, c'est les ouvrages de génie civil, les cales, les ponts, qui avaient des bases en bois. Et qui, tant que le bois il est dans l'eau, tout va bien, mais quand il se retrouve à l'air, il pourrit. Et c'est comme ça que le pont de Tours est tombé, le pont Wilson, en 78. Parce que les bases en bois ont été sapées et puis du coup, il s'est écroulé. Voilà pour l'éclairage de Tatus Faga, batelier et pêcheur. On parlait des usagers tout à l'heure, Lionel. Batelier et pêcheur. Donc, il sait de quoi il parle, a priori, Oui. quand on parle d'usagers du fleuve. Est-ce que tu souscris à ce qui a été dit là? Entièrement, oui. C'est une Ouais. analyse très, très précise. Oui. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Gabriel, ce témoignage de Tatus et la volonté d'aménager d'une manière générale le fleuve pour ses usagers? Moi, ça me rappelle déjà l'image des machines qui étaient installées quand on est passé sur la partie aval, où il y avait sur les épis des machines en train de travailler, en train de supprimer les épis. C'était très concret, pratique. On les voyait refaire des tas de sable, trier les cailloux et refaire des tas de sable. Et je ne sais pas où est-ce que ça va après les cailloux, si c'est envoyé à Nantes pour construire des bâtiments. Mais en tout cas, le sable semblait être laissé, et je crois qu'on avait dit que ça coûtait 60 millions d'euros de supprimer les épis. J'avais entendu cette discussion. Non, moi, ça m'évoque le fait qu'on a du mal à penser les boucles de rétroaction, de retour sur le long terme de nos actions, et qu'on a beau penser les choses en termes de maîtrise, en fait, on ne maîtrise pas grand-chose tant qu'on ne pense pas en termes de système. Et effectivement, c'est un mythe, la maîtrise, comme c'est un mythe, le sauvage, on avait évoqué ça. Le fleuve sauvage, c'est aussi un mythe, et en fait, l'entre-deux, il est dans les interactions qu'on a, complexes, de tout temps, et de trouver des limites à nos actions humaines. En fait, il faut définir des limites, c'est ça l'écologie, c'est penser des limites ensemble et se mettre d'accord sur des limites qui soient viables, en fait. C'est simple en le disant, mais pourquoi on n'y arrive pas? Mais là, sur la question des politiques publiques, Mathilde, cette nécessité de penser le temps long, est-ce qu'elle est compliquée? Ah oui, elle est très compliquée, effectivement. On a aujourd'hui plusieurs choses qui peuvent permettre d'y contribuer ou de l'expliquer. En tout cas, historiquement en France, c'est l'État en tant qu'institution pérenne qui assure la prévention des territoires, la sécurité des populations et qui donc a
pouvoir régalien de prévention et de gestion des risques naturels, notamment d'inondation. C'est d'ailleurs lui qui réalise les PPRI et jusqu'à une période récente qui s'occupait quasiment de la totalité des ouvrages sur les bords de cours d'eau, donc notamment sur les digues. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des politiques publiques qui évoluent. Des arguments à la fois du côté des services de l'État et des collectivités locales, mais qui expliquent que les collectivités locales, notamment les intercommunalités, se retrouvent gestionnaires des ouvrages de défense de la prévention des inondations. Et donc là, ça pourrait avoir du sens à l'échelle d'un aménagement du territoire, parce qu'on peut avoir un récit qui est de dire que les collectivités connaissent mieux leurs projets, les ambitions de leur développement, et que l'État est peut-être un peu prépondérant. Mais sur le temps long, l'État a aussi cette forme de pérennité de l'action et parfois les collectivités locales, elles, sont davantage aux prises avec des programmes politiques qui peuvent être d'ailleurs tout à fait en faveur du fleuve, mais pas tout le temps. Mais ça veut dire que le court-termisme, il est aussi piloté ou généré par le fait de protéger les populations en priorité, et que la protection des populations, elle passe avant la prise en compte beaucoup plus longue des intérêts écosystémiques, comme disait tout à l'heure Gabriel. Alors, oui, c'est vrai qu'on a tendance à observer, alors je ne sais pas si c'est tout à fait la réponse à la question, mais en tout cas on a tendance à observer une mobilisation forte, notamment des services de l'État, sur les questions de gestion de crise, mais parfois un peu justement au détriment d'une vision de l'aménagement du territoire. Avec là aussi peut-être un discours qui serait de dire de toute façon on ne sait pas de quoi l'inondation de demain sera faite. Elle peut être à la fois une conjonction de la saturation des réseaux, du ruissellement, des précipitations, et donc finalement juste savoir où ça va déborder, ça ne suffit pas pour prévoir l'inondation, donc autant mettre les efforts et les moyens sur les questions de gestion de crise. Bon, c'est une façon de prévoir la catastrophe. Donc en ça, j'imagine que ça peut donner lieu à plein d'outils de prévention très intéressants. Mais voilà, je pense quand même que l'aménagement du territoire, surtout si on estime qu'il faut réouvrir des espaces à l'eau, reste quand même une politique publique qu'il ne faut pas abandonner. Sur cette question du temps long, Lionel, évidemment, envisager le temps long, c'est aussi voir ce qui s'est déjà passé et la tradition qui est transmise de batelier en batelier, d'usager en usager. Ça, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché au batelier du Cher. On y est très très attaché, mais c'est des transmissions qui sont des transmissions orales. Il n'y a pas d'écrit. Donc en fait, c'est à prendre avec des pincettes, parce que dès qu'on a la transmission orale, il y a des manques importants. Il y a des déformations qui se font avec le temps. C'est l'histoire du téléphone arabe. Quand on est enfant et qu'on joue à ça, la phrase se déforme avec le temps. Donc c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Pour le reste, je me garderai bien de répondre, parce que je n'ai pas la technicité de mes... Mais il y a l'expérience du fleuve et l'expérience de ceux qui sont passés avant vous sur le... Oui, actuellement, nous ne sommes que des promeneurs sur le fleuve. Voilà, on essaie de retrouver les gestes anciens, on les retrouve à travers les constructions de nos bateaux, ce qui est une grosse part de notre activité. On les retrouve dans les gestes lorsqu'on navigue, mais on a encore beaucoup à apprendre pour avoir une vue globale du fleuve. C'est vraiment très très compliqué. Plus on avance dans ce domaine, comme dans beaucoup, plus on découvre la somme de nos méconnaissances. Soyons prudents. Est-ce qu'il y a c'est pas une difficulté finalement aussi dans ce que vous dites? Il y a autant dans une prise en compte collective, on va dire, de cette gestion des risques, il n'y a pas autant d'usages que d'usagers finalement, et c'est pas ça qui est difficile à concilier finalement. Comment consulter s'il y a autant d'usages que d'usagers? Ma question n'est pas claire. Si, elle est claire. Non, parce que j'imagine bien que si on interroge le pêcheur de Loire qui est dans une zone où la marée se fait sentir, il va avoir une vision de la Loire qui est complètement différente de celle du batelier du Cher qui est tranquillement sur le Cher, qui ne suit pratiquement rien et qui n'a rien à voir non plus avec celui qui est plus près de l'Auvergne, où on est encore une notion de torrent presque plus que de fleuve. Ces gens-là ne peuvent pas avoir tous les trois la même réponse, c'est évident. C'est pour ça que je dis qu'il faut avoir à la fois une vue globale, mais aussi une vue de l'usager de chaque secteur. Comment on organise une réponse collective? Comment on organise cette réponse collective si on ne veut pas qu'elle soit uniquement politique?
Gabriel et puis Mathilde évidemment. Vas-y Gabriel, parce que moi je vais dire qu'elle ne peut être que politique. Donc, Elle ne peut être que Vas-y. politique, ouais, j'ai compris que c'était ça. Oh là là, c'est difficile comme question. Peut-être Mais qu'elle si- peut être si que t'as la politique réponse, dans le cadre actuel, elle peut être que politique dans le cadre actuel, c'est possible. Peut-être qu'aussi il y a une place dans les récits, dans l'imaginaire, dans tout ce qui peut être construit avec l'art. Il faut écouter les Toutes les utilisateurs. approches. Moi, je crois vraiment dans. J'ai découvert les batelières pendant la remontée. Moi, je suis de Saint-Jean-de-Boiseau, à la montagne à côté, dans l'estuaire. Et pareil, j'ai été peu sur la Loire quand j'étais enfant. Et en fait, le point de vue du fleuve, c'est vous qui l'avez. Le côté humble, tu le redis, c'est incroyable. C'est une posture en fait de diplomate qu'il faut pouvoir transmettre au reste de la population. Dans la mesure où cette posture humble, à l'écoute, à la fois vous êtes des passeurs entre le milieu qui vous tient, qui vous supporte, et les gens que vous pouvez emmener dessus. Enfin, il y a vraiment un truc de posture de diplomatie là-dedans que je trouve très vertueux. Et puis on n'a pas parlé des luttes aussi. Ça, je ne sais pas si tu mets là-dedans la politique, Mathilde, mais en tout cas, la dimension de lutte, elle est omniprésente chez les bateliers-batelières. Elle est aussi présente dans d'autres courants qui se passent en ce moment, au soulèvement de la terre et autres. Et je crois qu'en fait, ça, c'est un axe qui est très puissant aussi en termes d'apprentissage. C'est peut-être la meilleure école, là où très vite on apprend et on s'arme politiquement pour défendre des éléments naturels. Alors toute réponse est politique forcément, Mathilde. Alors ça dépend ce qu'on entend par politique. Si tout est politique finalement, mais forcément est-ce que c'est politique cette réponse-là collective à la gestion des risques, à la prévention des risques inondations? Au bout du compte, oui, mais avant cela, moi je crois que le trio il est autour de la table. C'est-à-dire que c'est une question d'usage, c'est une question de transcription aussi sensible de ces usages et une traduction qui va s'exprimer soit en politique si la politique joue son rôle de transmission d'un intérêt général, soit de lutte si la politique ne joue pas son rôle de transmission d'un intérêt général. Mais la politique en soi est pas ou la traduction politique des choses n'est pas une finalité. La finalité, c'est qu'elle soit le reflet des usages, de la sensibilité de ces usages et la traduction collective dans des politiques. Et au niveau local et territorial, ce dont tu parlais tout à l'heure, Lionel, c'est-à-dire de considérer les choses au niveau local et territorial, et on revient à ce dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pas un vrai rôle à rééduquer les gens au fleuve? C'est-à-dire que pour les consulter, il faut déjà qu'ils connaissent le fleuve. On en parlait aussi au Pont de Cé, Gabriel. Je ne sais pas si tu t'en souviens, et on va vous livrer un peu ce qui s'y a été dit, mais les élus des Ponts de Cé, qui est un territoire très concerné par la gestion des risques inondations, disaient que les nouveaux habitants ne connaissaient pas du tout le fleuve. Et donc il y avait à se réacculturer avec ça. Est-ce qu'il y a un enjeu de ce point de vue-là aussi, de la rééducation au fleuve ou de l'éducation au fleuve? Moi, j'ai trouvé la discussion qui a eu lieu ce matin super intéressante sur la question des cols de Loire. Donc, à la fois, pareil, une réponse en toute humilité, comme ça a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense que les personnes qui vivent au bord de la Loire ont tout autant de choses à apprendre que l'école qui va apprendre des choses sur la Loire, enfin, où la Loire fait école, je crois, comme on a dit ce matin. Mais sûrement qu'on a des choses à apprendre aussi des nouveaux habitants. Parce que s'ils sont venus là, c'est pour quelle raison? C'est pour avoir une qualité de vie différente? C'est parce qu'ils ont trouvé des maisons moins chères? C'est parce qu'il y a des moyens d'accessibilité sur les bords de l'eau qui sont différentes? Il y a peut-être plein de raisons aussi. Il y a l'histoire, évidemment, et c'est très, très, très beau, mais sûrement que les nouveaux habitants aussi. Alors, ils n'ont peut-être pas la connaissance du territoire dans le fond, dans l'identique, et notamment dans les dangers, peut-être. Mais en tout cas, oui, pour se forger des avis avec ça, oui. Gabriel, ça affiche juste derrière nous là, une proposition que tu as faite sur de l'héraldique. Alors tu peux répondre évidemment avec ça, mais il y a une question d'éducation de la population, mais d'appropriation aussi par la population. Oui, je pense que moi dans les discussions que j'ai eues pendant toute la remontée et autour, c'est que le lien il est fort dans la filiation, dans la famille, dans ce qui est transmis de génération dans ces habitants de Loire. Et du coup, c'est vrai que les nouveaux arrivants, je pense qu'il faut trouver des manières plurielles de les inviter à découvrir le fleuve. La culture, les réglementations, les réunions publiques et surtout la pratique, quoi. Ça, c'est gratuit, ça coûte rien d'aller dans le fleuve, en fait, d'aller au bord.
et éventuellement d'être dans des associations après de bateliers. Voilà, c'est sûr, il faut encourager à ça. Et le lien avec mes croquis, j'ai fait des petits dessins parce que j'ai posé une question aux participants, c'était est-ce que si vous aviez un drapeau à imaginer pour la Loire ou pour le Parlement de Loire, ce serait quoi la symbolique Donc il y a eu plusieurs réponses, c'était une manière de voir comment les participants peuvent s'approprier en fait les lieux et projeter un sentiment d'appartenance via un graphisme. Et du coup, il y a eu des entités naturelles telles que le balbuzard associé au saumon, des méandres, des tourbillons, spirales, une anguille qui se mord la queue comme un ouroboros, des trucs un peu militants comme le drapeau noir. En fait, quand je suis arrivé à Saint-Chamond-de-Boiseau, j'ai vu que personne n'avait le même drapeau. Je me suis dit, bah tiens, c'est marrant en fait. C'est une organisation qui est plurielle, à l'image de la Loire, de ce que tu disais, où en amont, la Loire est jaune et avec les marées, et puis après on remonte, elle est verte et bleue, enfin elle est plurielle en fait. Et du coup, qu'est-ce que j'avais vu d'autre ? Une écaille, une anguille en forme de Loire, une feuille de saule, il y avait une feuille de saule. Voilà, quelques dessins qui sont ressortis de cet échange. Lionel, ça Non, je vais juste te dire, si les gens n'ont pas le même drapeau, comme vous dites, c'est simplement parce que chaque propriétaire de bateau a ses propres couleurs. C'est un système qui est très ancien et qui permettait de loin de savoir qui arrivait avec son bateau. C'est une lecture... Mais là, dans le cadre de la remontée, ils auraient... Enfin, je sais pas, les bateliers auraient pu se dire, on fait quelque chose de commun. Non, parce que Mais à ce moment-là, moi, je trouve ça très quand vous bien, y arrivez j'ai un aucun bateau avis au là-dessus. loin, ça vous aide à le reconnaître. Et puis ça participe de son identité propre. Et ça a été, ces drapeaux sont apparus à une époque où ça avait symboliquement une très très grande force. On est sous la royauté lorsque les drapeaux apparaissent. Seuls les nobles ont le droit de porter des couleurs. Et les bateliers qui se sentaient seigneurs sur l'eau se sont mis à porter des couleurs comme les nobles. Et on ne leur a pas refusé ce droit. C'est très important. D'ailleurs, ils portent ces couleurs attachées à un guérouet. Le guérouet, c'est la déformation pratique du mot girouette, puisque la girouette était réservée uniquement aux nobles. Et donc, eux, nobles sur l'eau, se sont mis une girouette et un drapeau avec leurs couleurs. Donc, vous ne ferez pas changer les couleurs d'un batelier pour participer à une manifestation. Il faudra bien mettre le drapeau de la manifestation en plus, mais il n'enlèvera pas son guérouet. C'est génial aussi que vous ayez la possibilité... Enfin, vous personnifiez vos bateaux, et c'est des choses, mais il y a des noms, il y a un drapeau, enfin ça, je trouve ça... Oui, c'est le... Je trouve que ça a une portée aussi... nous, on donne plus de noms à nos maisons, par exemple. Moi, si. Mais Si, ah bon. Non, mais ça c'est lié à la marine également. Tous les bateaux ont un nom. Oui. Mais c'est une capacité à personnifier des choses. C'est dans la perspective de Parlement de Loire, toujours. Hein. C'est à propos, à dessein, ce que je dis. Oui, j'imagine pas un bateau qui n'ait pas de nom. ce serait une hérésie. Ce serait une... Je sais pas. Ouais, Après, quand on récupère le bateau d'un autre ou qu'on achète un bateau, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'on n'a pas le droit de changer le nom d'origine doit rester. Puis il y a ceux qui changent le nom des bateaux. Il n'y a pas de vraie loi. On fait un peu ce qu'on veut. On s'éloigne du sujet. Là. Oui, on s'éloigne, mais c'est pas grave du tout. C'est intéressant, évidemment. Merci d'avoir participé à ce temps d'échange.